Alors, j'appelle à me rejoindre Christian Noyer, Frédéric Oudéa, Gérard Ramex, bien sûr, Alexander Schindler et André Villeneuve. Messieurs, puisque c'est une table très masculine, je vous invite à vous asseoir. Merci à vous. Et donc, la seconde table ronde. La seconde table ronde, c'est la question, le Brexit, les conséquences sur les places financières vues par les acteurs. Et donc, Christian Noyer qui est à votre gauche, qui est ancien gouverneur honoraire de la Banque de France, qui est chargé d'une mission sur le sujet qui nous occupe et qui voyage beaucoup pour cela, puisqu'il revient à la fois du Canada et de Chine, ce qui fait un décalage horaire un petit peu compliqué à digérer. Frédéric Oudéa, qui est à sa gauche, donc le patron de la Société Générale. Gérard Ramex, qui est à ma gauche, que évidemment vous avez repéré et connaissez. Alexander Schindler, qui est le président donc de l'EFAMA, que vous connaissez tous, European Funds and Asset Management, donc c'est les acteurs de la gestion collective d'actifs, c'est les fonds d'investissement. Et André Villeneuve, merci d'être là, chairman de ICE Benchmark Administration, d'une certaine manière, c'est une façon de représenter ou d'avoir un point de vue autorisé sur la City. Alors, messieurs, peut-être d'abord, nous avons un peu plus de temps. J'aimerais d'abord avoir là aussi votre point de vue les uns et les autres sur la vision politique de ce qu'a représenté, alors, par les acteurs de la place, le changement fondamental que vous inspire le Brexit, mais on y incorpore forcément, bien sûr, l'élection de Donald Trump. Est-ce que, évidemment, personne dans la communauté financière ne souhaitait le Brexit? Est-ce que tout le monde est d'accord pour reconnaître ça d'abord? Et puis, quelle est la perspective générale, la perception générale que vous avez les uns et les autres? Alors, est-ce qu'on commence peut-être par Frédéric Oudéa, une grande banque européenne, donc un acteur directement impliqué? Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis ravi effectivement de pouvoir parler de ce sujet. D'abord, je voudrais dire effectivement qu'avant d'être chef d'entreprise banquier, je suis citoyen européen et je me retrouve dans beaucoup de ce qui a été dit par nos amis députés européens. Donc, le premier sujet, c'est une mauvaise nouvelle, oui, évidemment, pour l'Europe, pour les services financiers en Europe. Ça n'était pas ce que nous souhaitions. Et au fond, au-delà de tout ce qui a été dit, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'avec tous les problèmes qu'on a, beaucoup d'énergie politique, en plus, va être consacrée à négocier pendant au moins 2 ans et peut-être plus, quelque chose qui n'a pas de vrai enjeu, si vous voulez. C'est dommage d'avoir autant d'énergie future à consacrer à ce type de sujet, alors même qu'on a déjà beaucoup de sujets à traiter. Donc, une mauvaise nouvelle. Deuxièmement, je pense effectivement que le premier sujet, c'est une question pour l'Europe. Dans un monde qui est évidemment peut-être va vers plus de fragmentation, qui avait commencé avant l'élection américaine et qu'on sentait un monde de tension, de balkanisation, le Brexit pose en particulier une question sur l'Europe et en particulier une question sur la zone euro. Et quand je dis ça, je pense que, y compris dans la forme de concurrence nouvelle qui peut exister entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale et la zone euro, nous aurons des questions qui vont être récurrentes et de plus en plus fortes sur la zone euro. Et que de ce point de vue, effectivement, je considère moi-même qu'il va falloir à un moment apporter une réponse et je n'imagine pas la négociation sur le Brexit, et je suis tout à fait d'accord aussi pour dire probablement qu'elle est avant tout politique et qu'il ne faut pas qu'elle soit sectorielle. Si elle est sectorielle, il est probable qu'on soit très isolé en Europe sur le secteur financier. Donc, il vaut mieux poser cette question politique clé de maintenir l'Europe et en particulier la zone euro. Et la question très vite, ça va être, c'est quoi la prochaine étape? Et la négociation devrait avoir lieu dans une vision d'ensemble sur l'Europe et la zone euro. Sinon, on risque d'avoir quelque chose d'assez partiel. D'accord. Donc un regard politique. Peut-être qu'on va demander maintenant à quelqu'un qui connaît bien Londres, la City, quelle est... est-ce que vous y attendiez? Bon, ce sont des questions qu'on se pose souvent en ce moment sur tous les scrutins. Est-ce qu'on s'y attendait? Et quelles conséquences pour l'instant, quelle vision politique vous avez de la chose? Bon, oui, ça André marche. Villeneuve, Oui, ça marche. oui, André Villeneuve. Bon, d'abord, il n'y a pas une position ni de l'Angleterre ni de la Cité. Alors, ce que je dis doit être vu dans ce contexte-là.
Deuxièmement, il y a un grand écart entre l'industrie en général et l'industrie des services financiers d'un côté et la politique de l'autre côté. L'industrie en général souhaiterait d'être au plus proche du marché unique que possible après Brexit et les pressions politiques sont plutôt néfastes dans ce sens-là. On présume en général à Londres qu'on aura un hard Brexit. C'est très difficile de prévoir comment on ne pourrait pas avoir un hard Brexit, étant donné la position très dure qu'a pris Theresa May sur l'immigration. Donc, nous prévoyons un hard Brexit et un Brexit qui ne sera pas trop mis en retard par le dialogue parlementaire de l'année prochaine. Non, naturellement, il y aura certaines choses qui quitteront Londres. Je ne suis pas là pour discuter ce qui va venir à Paris, ce qui va venir ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs sociétés, surtout les Américains, qui utilisent Brexit comme un catalyseur d'une discussion profonde sur ce qu'ils devront faire en général dans les services financiers en Europe. Et étant donné ce qu'on dit en anglais, the return on equity de beaucoup de ces activités, étant donné qu'une fragmentation des activités en Europe, parce qu'il n'y a vraiment pas un centre, il y a un peu plus de francophiles à Londres que moi, mais il n'y a quand même pas un centre en Europe qui pourrait ramasser tout ce qui pourrait sortir de Londres en passeport et en clearing. Donc il y aura une fragmentation de coûts et probablement une utilisation de capitaux pas très efficace. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui se posent la question, pourquoi rester en Europe, pourquoi pas déplacer tout ça plutôt en Asie, à New York, etc. Donc je pense que l'Europe, aussi bien que l'Angleterre, sera un perdeur dans ce débat. Perdant, pardon. Dans le cas du gouvernement britannique, vous savez très bien, il n'y a pas eu un planning avant le référendum. Le planning maintenant est très actif, mais il n'y a vraiment pas une idée d'où ça va aboutir. Certainement, Theresa May ne dit peu de choses et résiste beaucoup à special pleading de l'industrie. Le seul départ, c'était avec Nissan. Et on ne sait pas encore quel était l'accord qu'ils ont fait avec Nissan. Si Gérard a la mauvaise idée de m'inviter encore une fois en novembre 2017, ce qui est sûr, c'est que la situation globale sera très différente. Alors derrière ça, il y aura certainement des changements. Et on ne sait pas encore comment ces changements vont toucher la position britannique ni la position européenne. En tout cas, nous, pour terminer, nous visons plutôt avec nos amis français, parce que je suis co-chairman du dialogue franco-britannique en services financiers. Alors avec Arnaud et avec Vivien Lévy-Garbois, nous visons surtout une activité sur ce qui va arriver après Brexit. Parce que l'intérêt de la France, comme disait toujours De Gaulle, c'est quand même, à part Brexit, à part les discussions de ce qui va venir à Paris, ce qui ne va pas venir à Paris, c'est d'avoir un marché de capitaux fort en Europe en général. Et ça restera toujours la situation que l'Union européenne et le Royaume-Uni sont mieux placés de travailler ensemble après Brexit pour vraiment faire défendre ses intérêts globaux que d'être séparés et petits, franchement. Voilà. Est-ce que, juste un mot quand même sur la politique intérieure britannique, enfin la politique britannique, Theresa May, vous avez l'impression qu'elle a un peu clarifié les choses, je ne parle pas de l'article 50, mais sur ce qui va se passer pour les services financiers, il y a des contacts réguliers avec les acteurs économiques et financiers, ou est-ce que c'est encore un peu dans une période de flou? On est 5 mois après. Est-ce qu'on est encore un petit peu dans le brouillard où les choses
petit à petit, se mettent en place. Il y a des Que contacts. sait-on et que ne sait-on pas? Voilà. Oui, voilà. Et il y a des contacts, mais pas autant qu'on ne voudrait. Theresa May gère son cabinet d'une façon très serrée. Beaucoup plus serrée que Cameron, par exemple, encore plus. Donc même le Trésor britannique a perdu un peu de pouvoir là-dedans. Elle écoute, elle a un gatekeeper qui sort du ministère de l'Intérieur, et qui n'est pas extrêmement au fait des situations des services financiers. Donc, ça va être difficile pour nous de nous déclarer. Mais ce qui est sûr, si on vient plaider que tout ce qui viendra avec Brexit, c'est mauvais pour l'industrie, elle écoute avec grande difficulté. Si on va, par contre, lui présenter des idées sur comment pourraient se dérouler les choses au-delà de Brexit, dans une façon plus positive, elle écoute plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les résultats pour les services financiers aux États-Unis et en Grande-Bretagne ne seront pas du tout les mêmes, puisqu'on voit que Trump s'entoure de gens plutôt proches quand même des milieux financiers. C'est une attitude des votes qui sont censés exprimer peut-être la même chose, mais qui en réalité vont avoir des conséquences très divergentes. C'est vrai. Merci. Peut-être Alexander Schindler, donc pour les FAMA, alors vous êtes allemand, and perhaps just have a quick view on your political approach on Brexit. First. Yes, thank you very much, first of all, for inviting me tonight. I also feel like Frederick said, to be rather European tonight than just a German. Since I'm in a way representing the European private sector, the investors. I mean, the Brexit vote and the outcome really comes at a very bad time for Europe, because Europe is in particular need for financing its economic growth, in particular in the peripheral countries. And as said in the first panel, if we don't achieve that growth in Europe, then maybe the three panelists from the first one will not be re-elected. I think that we all know that the public sector in Europe is not capable to expand its budget deficit to finance growth, which is urgently needed, unless we all accept that taxes will be increased in the foreseeable future. Because you can have only one thing. If you have no growth and you want to finance future growth, you have to get financing from somewhere, and budget deficits are running already at quite high levels in most European countries. Now, let's talk a bit about the financial industry. Quite frankly, the UK financial industry needs Europe because they need the European markets to do their business. And Europe, I mean the rest of the EU, currently needs the UK financial industry because it's still a stronghold. It's an important international financial place. And I think if we now add to that the perspective of the outcome of the US presidential elections, I think it should be clear to everybody that Europe has to find its own ways to strengthen its financial markets across Europe, but also its economies, because there will be an additional burden, as mentioned in the first panel, in financing needs for defense and other issues in Europe, which we have to do ourselves. Thank you very much. Christian Noyer ou Gérard Ramex. Alors, peut-être Christian Noyer, vous êtes l'hôte, donc vous allez parler en dernier. Bon, vous êtes chargé d'une mission par le gouvernement, je crois, tout bonnement. En voyageant beaucoup en ce moment, quel est le regard que la planète finance, à travers vos contacts, porte sur les effets du Brexit? Le regard a changé depuis septembre. En septembre, il y avait un certain nombre de gens qui étaient attentistes et qui se demandaient ce qui allait pouvoir sortir de la négociation. Je crois que la pédagogie est venue à la fois des déclarations du gouvernement britannique et puis d'un certain nombre d'indications, notamment venant de France et d'Allemagne. Et maintenant, ils ont intégré le fait que ce serait un bouleversement majeur. Je dis tout de suite que, comme à peu près tout le monde jusqu'ici,
J'ai personnellement regretté ce vote du Brexit. Je crois, comme le disait très justement Frédéric Oudéa, que c'est à la fois un problème pour la construction européenne, le risque de semer des doutes et des questions dans l'ensemble du monde, et deuxièmement, ça va nous occuper terriblement à un moment où on devrait se concentrer sur d'autres choses. Mais nous sommes où nous sommes, ce qui est fait, et il faut en tirer les conséquences. Et moi, personnellement, je suis, comme notamment les parlementaires tout à l'heure, extrêmement... je trouve que nous devons être extrêmement résolus dans la clarté de ce que signifie ce choix. Par exemple, dans les services financiers, ce n'est pas le seul domaine, mais dans les services financiers, la fameuse question du passeport. Je crois que nous Européens, destinés à rester dans l'Union européenne, nous devrions dire très clairement tout de suite, il est hors de question d'avoir un passeport, sauf à prendre la formule de l'espace économique européen, qui est une formule que Sylvie Goulard appelait la formule norvégienne, mais qui est une formule qui correspond à la logique de ce qu'est le marché unique. Alors moi, je me souviens de l'époque où on a élaboré le marché unique, avec d'ailleurs beaucoup d'incitations et de pression de nos amis britanniques, et il y a une logique intérieure qui est extrêmement forte. Et le marché intérieur, l'accès au marché intérieur, le système du passeport, ça comporte 3 conditions, pas une, mais 3 conditions. La première condition, c'est que vous devez mettre en œuvre la réglementation européenne, même si, n'étant plus membre, vous ne prenez pas part à la décision. Je suis complètement d'accord avec Alain Lamassoure. Il est hors de question de prendre part à la décision, mais par contre, on doit l'appliquer. En pratique, vous transcrivez les directives européennes comme si vous étiez un membre, sauf que vous n'avez pas le droit au chapitre sur la définition des directives. Deuxièmement, vous contribuez au budget à peu près dans les mêmes conditions qu'un membre. Et troisièmement, les 4 libertés. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas politiquement respecter ces 3 conditions, il est hors de question d'avoir le passeport, donc pas d'accès direct au marché intérieur des services financiers. Le problème des marchandises est un problème compliqué aussi, mais là je crois, je suis moins spécialiste de ce domaine-là, mais je crois qu'il faudrait la même clarification. Ou vous êtes membre de l'union douanière, ce qui veut dire que vous suivez les règles sans avoir à la définition de ces règles, ou vous n'en faites pas partie, et à ce moment-là, on peut envisager de négocier un accord de libre-échange, mais il faut savoir ce que ça veut dire, un accord de libre-échange. C'est très complexe à cause de toutes les normes et de tout ce qu'on doit prévoir sur l'évolution des normes dans un ensemble et dans l'autre. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis 7 ans à négocier avec le Canada, qui n'était pourtant pas un cas si compliqué que cela, qu'on a mis 10 ans à négocier avec la Suisse. Donc c'est une affaire de longue haleine, et franchement, je pense totalement impossible de le faire en 2 ans. Mais vous répétez tous, les politiques comme les acteurs, qu'il faut être résolu vis-à-vis de Londres dans cette affaire. Plus vous le répétez, plus moi, journaliste, j'entends qu'en réalité, vous soupçonnez que les responsables, les négociateurs ne seront pas très résolus. Est-ce que vous le craignez ? Non. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a encore peut-être à Londres des gens qui rêvent qu'on peut avoir un accord bilatéral de type particulier qui sera plus avantageux que tout ce qui a été négocié jusqu'ici. Je crois qu'il Est-ce qu'il y a des signaux qui vont dans ce sens ? Il faut lever cette ambiguïté. Non, il n'y a pas de signaux qui vont dans ce sens. Je crois que toutes les déclarations politiques que j'ai entendues, en France comme en Allemagne en particulier, vont dans la direction de la clarification. Mais je pense que si on était capable de clarifier les choses dans une position des pays de l'Union européenne qui sont destinés à y rester, en effet, ce serait mieux. Gérard Ramex, votre analyse politique de l'affaire en tant que régulateur. Un régulateur n'a pas d'analyse politique en tant que tel, mais, mais je partage évidemment le fait que c'est une très mauvaise nouvelle, que ça vient aussi d'une crise profonde sur la politique européenne, le sens de la construction européenne. Je voudrais insister sur le fait que dans la sphère financière et dans la sphère de la régulation, c'est un choc majeur. C'est-à-dire qu'on était 28, on va être après le Brexit 27, mais celui qui part n'est pas un 28e, c'est un acteur considérable, soit dans le monde de la régulation, il y a plus de 3000 personnes à la FCA, il y en a moins de 500 à l'AMF, les ordres de grandeur pour l'Allemagne et l'Italie sont un peu supérieurs à l'AMF, ça vous donne un petit peu les poids. Sur les marchés, selon les critères, c'est assez complexe, mais
Londres fait entre 1/3 et 2/3 de l'activité financière européenne. Donc ça, c'est un ébranlement très très important. Donc moi, quitte à paraître prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, je dirais que nous avons un projet de l'Union des marchés de capitaux, nous avons un agenda qui vient des réunions du G20 de 2008 et 2009, qui n'est pas encore achevé, qui est de remettre le monde financier sur les rails avec plus de sécurité, moins de risques systémiques, une meilleure contribution au financement. Et pas au milieu du gué, mais disons aux 2/3 du gué, eh bien, on va devoir le faire sans le partenaire qui, au sein des régulateurs, apportait énormément et sur les marchés avait une expertise considérable. Donc le premier défi déjà, pour moi, c'est au niveau européen que nous sachions continuer de parler, malgré l'absence de la voix britannique, de parler haut et fort sur notre conception de la régulation, notre conception d'une finance saine qui sert à financer l'économie et en étant crédible. Ce qui veut dire en clair que le travail qui a été fait par les Britanniques, même si on continuera d'une façon ou d'une autre de parler avec eux, bien sûr, eh bien, les Allemands, les Italiens, nous-mêmes, on doit se préparer à travailler encore plus et je vous garantis qu'on y peut. Ça veut dire aussi un allègement des contraintes réglementaires, un petit peu comme il va se passer aux États-Unis probablement. Quel regard vous avez là-dessus? C'est un autre sujet. Enfin, je termine sur mon point. Là. Disons, il faut clarifier. Il y a aussi une question, je l'évoque juste d'un mot, elle a été évoquée, je crois, par Alain Lamassoure tout à l'heure sur un autre exemple, c'est lever très vite l'ambiguïté de la présence britannique qui est totale tant qu'il n'y a pas le Brexit, et qui donc peut participer à des prises de décision sur des sujets qui ne seront pas forcément appliqués après. Donc ça, c'est un sujet qu'on a à clarifier vraiment assez vite. Sinon, on a le deuxième sujet qu'on a majeur, c'est d'identifier quelle va être la position de la City et de la place de Londres après le Brexit. Est-ce que la philosophie générale, ça va être d'appliquer la régulation, parce qu'après tout, les Britanniques ont travaillé à 95, je ne sais pas si je dois dire 95 ou 99% de ce qui a été fait depuis 2008-2009. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette ligne ou est-ce qu'au contraire, il faut écouter ceux qui parlent de Londres place offshore et peut-être que ce risque est encore renforcé depuis que l'élection de M. Trump, dont la première orientation a l'air de vouloir détricoter Dodd-Frank, ce qui est assez effrayant. Donc selon cette attitude, les autres questions sur lesquelles on viendra dans le reste du débat, l'équivalence, la nature d'un accord, ne se posent pas de la même façon. Donc voilà quelques points. Donc je pense qu'il faut clarifier la position britannique dans la transition, persévérer dans la construction de la régulation européenne qui est absolument nécessaire, avec des questions sur l'euro évidemment, et puis commencer à réfléchir à un nouveau régime spécifique pour la Cité, parce que, mais on y reviendra, je crois qu'aucun des cadres juridiques actuels ne va convenir. Donc il faudra en trouver un sur mesure. Est-ce qu'on risque, alors je ne sais pas qui va prendre la parole là-dessus, mais est-ce qu'on risque peut-être Frédéric Oudéa, une détérioration du service économique aux acteurs financiers? Alors on peut l'évoquer sur beaucoup de points. D'abord, tout bonnement, est-ce qu'on peut avoir un risque systémique, en fait, à un moment ou un autre? Bon, on n'a pas vu ça pour l'instant, mais est-ce que on peut avoir ce genre de choses? Est-ce que le système, la fragmentation du système va renchérir les choses? Est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous vous dites, en fait, il y a quand même un certain nombre de risques qu'on va voir apparaître les uns après les autres? Alors, je ne sais pas qui veut s'exprimer d'abord. Frédéric Oudéa. D'abord, moi, ce que je voudrais dire, au fond, ce problème du Brexit vient s'ajouter à d'autres sujets extrêmement complexes auxquels fait face le monde financier dans son ensemble, pas seulement les banques. L'environnement de taux, qui va conduire à des changements profonds si ces taux bas, voire négatifs, restent durablement, les ruptures technologiques et puis les ruptures réglementaires. Et donc le Brexit, c'est une quatrième dimension. Je ne pense pas qu'elle soit supérieure aux autres. Elle est peut-être même dans les impacts opérationnels parfois inférieurs, mais en tout cas, ça vient s'ajouter à la complexité pour les, on va dire, au moins 3 à 5 prochaines années. Deuxièmement, moi, je voudrais dire aussi que je partage l'avis de Sylvie. Je crois qu'il ne faut pas inverser la hiérarchie des enjeux.
pour nous, Banque européenne, au-delà de savoir s'il y aura tant d'emplois à Paris ou à Londres, la question clé, c'est d'abord effectivement d'imaginer un monde plus fragmenté, potentiellement, avec des régulateurs, effectivement, qui ne soient pas un régulateur ou des règles communes européennes, on va dire, appliquées par deux régulateurs travaillant main dans la main. Est-ce qu'on peut aller vers un monde plus fragmenté du point de vue européen, alors que déjà le régulateur américain suit largement ses propres règles? Ce qu'on ne commente jamais assez, c'est à quel point le monde a changé pour les banques étrangères aux États-Unis avec les règles américaines. C'est un bouleversement, et il est d'autant plus grand si vous êtes gros aux États-Unis ou petit. Donc, imaginez un monde plus fragmenté, ça peut vouloir dire des changements d'approche, des changements d'organisation, y compris parfois plus géographiques, et effectivement une complexité nouvelle, en tout cas pour des grandes banques qui prétendent avoir une perspective internationale. Si vous n'êtes qu'une banque de détail dans un pays, il y a moins d'enjeux. Quand vous êtes sur des grandes activités internationales, cette perspective-là est assez fondamentale potentiellement. Et donc effectivement, comme le disait Gérard, la manière dont les régulateurs vont discuter ensemble, sur des règles éventuellement différentes, les conditions de coopération peuvent beaucoup changer. Puis ensuite, derrière, il y a aussi toute la question, quand on parle de système financier de sécurité, qu'est-ce que la BCE va dire? Il y a toujours cette question de savoir, est-ce qu'elle va poser des règles pour exercer son rôle finalement de garant de la sécurité financière, d'apporteur parfois de liquidité en cas extrême sur les chambres de compensation. Bref, toute cette infrastructure de règles peut bouleverser la donne. Alors ensuite, en fonction de tout ça, et effectivement, la question clé aussi, c'est de savoir si on va pouvoir avoir des marchés de capitaux efficaces. On est dans un monde où, justement, la réglementation internationale nous dit qu'il faut moins dépendre des banques et plus des marchés de capitaux. Donc l'enjeu du projet d'union des marchés de capitaux dans une logique européenne réduite est un enjeu crucial. Et il faut continuer à avancer, et je dois dire, à bâtir une doctrine, effectivement, à faire résonner notre manière de voir les choses face à un dialogue peut-être nouveau avec le régulateur britannique, le cas échéant. Donc il y a énormément de travail à faire, et c'est ça qui est le plus important pour nous, banques internationales. Ensuite, il y a des questions qui vont être de savoir comment opérationnellement on s'adapte à tout ça, où est-ce qu'il faut mettre les gens, sachant que, pour terminer juste là-dessus, il m'apparaît évident que potentiellement Paris a une formidable carte à jouer. Il ne faut pas négliger des enjeux. Les plus essentiels pour moi, c'est le coût du travail et la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'on parle d'activités fondamentalement volatiles que les anglo-saxons ont toujours gérées en adaptant leurs effectifs, en recrutant puis en licenciant dans le bas de cycle. Donc ces enjeux-là vont l'emporter, à mon avis, sur le reste. Et je suis aussi assez d'accord pour penser qu'au fond, il n'y aura pas forcément un endroit qui va concentrer tous les emplois. On commence à le voir, on parle de Dublin, Francfort pour une banque, Dublin pour une autre. Pour des raisons aussi historiques, il est probable, et pour même des raisons de gestion de risque, il est probable que les banques, si jamais elles avaient à bouger beaucoup de monde, ne concentrent pas leurs ressources dans une place en Europe continentale. Vous avez combien de personnes à Londres, Société Générale? Nous, et quels sont les projets que vous avez envisagés là, jusqu'à maintenant, ces derniers mois, depuis 5 mois? Rien, je vais vous dire rien, parce que c'est probablement pour la Société Générale que ce sera le plus facile à gérer. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a 3500 personnes à Londres, dont 1500 travaillent dans la banque privée en Grande-Bretagne, qui est une activité domestique, ça ne va pas bouger, ça restera comme ça. On a toutes les licences qu'il faut de part et d'autre de la Manche. Et effectivement, on est probablement la banque française qui a gardé le meilleur équilibre entre Paris et Londres. Nous avons à Paris la plus grande place de marché d'Europe continentale. Donc la question de savoir si, in fine, il faudra bouger 200, 300 personnes, c'est extraordinairement simple par rapport à tous les enjeux qu'on vient de discuter, politiques, réglementaires et autres. Et on a tout à fait le temps de s'adapter. C'est quelque chose qui est relativement facile. C'est beaucoup plus facile pour nous, déjà, qu'une grande banque internationale qui serait exclusivement à Londres et qui aura à faire un choix stratégique de savoir où elle va, d'avoir à trouver les locaux, d'établir une marque employeur, de peut-être mettre des systèmes d'information, si vous voulez, en partant de zéro. Nous, on a les deux pieds à Paris et Londres, donc c'est vraiment un petit sujet par rapport à tous les autres sujets qu'on a déjà évoqués, me semble-t-il, pour l'avenir d'une banque comme la nôtre, pour la crédibilité de l'Europe et de la zone euro, et pour notre capacité, dans le futur, à être compétitif face à des grandes banques internationales, américaines, mais peut-être aussi demain chinoises. Encore un tout petit point, je vais être un peu provocateur. Est-ce que finalement l'hypothèse
de déréglementation, s'il y en avait un petit peu, au fond, vous ne seriez pas forcément contre. Parce que si aux États-Unis, à Londres et à New York, Dodd-Frank et autres, il se passe des choses, déréglementation, évidemment, les contraintes de Bâle devront en tenir compte. Et donc, à ce moment-là, vous retrouverez un petit peu d'air, puisque vous dites, attention, on est en train de s'essouffler un peu les uns et les autres. Non mais attendez, la question, je pense que le pire pour nous serait évidemment qu'on applique des réglementations que les autres n'appliquent pas sur des métiers sur lesquels on est en concurrence. Il est évident, par exemple, je pense à une chose, les questions des rémunérations. Vous imaginez bien que si Londres ensuite applique des règles différentes de rémunération et si Londres était capable de conduire les mêmes métiers avec les mêmes banquiers depuis Londres pour accéder, c'est un changement qui est fondamental. On est déjà pénalisé, on le sait, aux États-Unis, puisqu'on a, sur le même marché du travail, appliqué des règles différentes des banques américaines. C'est pour ça que notre vie est aussi extrêmement compliquée. Vous imaginez bien que ce serait encore plus compliqué, par exemple, sur l'Europe. Mais ça peut être le cas sur des règles prudentielles de capital. Si vous avez des demandes de capital différentes entre Londres et l'Europe continentale, alors même que le marché resterait, ce serait un problème majeur existentiel pour nous. Donc, on ne peut pas compromettre sur l'intégrité du marché tel qu'il a été défini par Christian sur les règles. Ça, c'est impensable. Ensuite, il faut savoir comment, dès lors, en fonction du scénario, il faut s'adapter. Mais je crois qu'il faut que nous, on construise notre vision en Europe continentale, en particulier en zone euro, de qu'est-ce qu'on veut bâtir comme système financier, qu'est-ce qu'on veut bâtir comme marché de capitaux dont on a plus besoin, comment on réfléchit à l'épargne. Et dans ce cadre-là, et c'est ça qui est essentiel, on peut se dire simplement que Paris a une carte à jouer, mais c'est vrai que ce n'est pas l'essentiel du sujet. Qui veut intervenir peut-être les uns et les autres sur les services rendus aux utilisateurs finaux, au fond? Peut-être. Yeah, I think what we really need right now is more unity than fragmentation. As I said earlier, Europe has to develop its own capital market, its own skills in the financial industry. We have the strongest investment regulation across the globe here in Europe. Even the SEC is now looking at, for example, our UCITS regulation. We have a number of countries, even members of my association, like Switzerland and others, which are not members of the EU, but are dragged into this framework because Europe is an important market for their services. And I think we have a lot to be done under CMU, Capital Market Union, to harmonize existing regulation, to harmonize taxation across Europe with regard to cross-border investments, because cross-border investments don't work anymore since 2008, and that's vital for Europe if we want to achieve growth. As we said, the US election has definitely added to that issue. US banks will have a much better competitive position on a global basis, and Europe is right now definitely suffering from Brexit on a relative basis as an investment space. And last but not least, Europe has to attract international capital. Given our demographics and the investment needs, we need to attract investors from Asia and other parts of this globe to invest here in our home turf. Merci. Alors, je me tourne, déréglementation, je me tourne vers Londres. Vous allez dire, non, je ne suis pas Londres, je l'entends bien. Bon, vous avez un regard particulier. Est-ce que la tentation va être forte ou pas à Londres? Alors, d'abord, je suis entièrement d'accord avec notre ami allemand et avec Frédéric aussi sur les défis qui nous regardent. Ce n'est pas Londres contre Paris ou Londres, c'est vraiment collectif. Pour regarder des choses beaucoup plus grandes. Deuxièmement, je me permets pour ce sujet de réglementation passer en anglais parce que je suis supposé d'être un représentant britannique. Donc, pour moi. Et Gérard et moi, nous avons discuté ça à Londres la semaine dernière. Basically, the official British position, as stated last week, to the City UK, which is the collective of financial services industry broadly in London, in the UK in fact, is that we are transposing all our European legislation into the UK legal code. Sam Woods, the head of the PRA, that is the authority, Prudential Regulatory Authority, declared to that meeting that his position is that we haven't spent
all this time and gone through all this pain since 2008 to reform the banking sector in particular, and now expect to go backwards and become some sort of Singapore. Although I must say that Singapore isn't light touch regulation either, but certainly not. So his position is, as far as regulatory equivalence is concerned, that on paper, certainly, after Brexit, we will look on paper from a regulatory point of view exactly the same as European regulation is in 2 years' time. And that the debate then becomes a political debate. That's his position. Now, I won't hide from you that there are people in the UK amongst the Brexit camp who would like indeed for us to pursue a more light touch regulation. There are papers that are circulating now on how we might do that. This is not the general view of the city as I understand it. It's not the view of the government as I understand it as of now. And I think there are a lot of people who don't think that that we are at Singapore, or we are very different. I think there's much more focus on the stuff that was talked about earlier, which is going forward beyond Brexit, what does Europe need to support the financing of all the important things that it has to do? And for that point of view, you need to leverage what the UK has and what the EU has after Brexit. The other thing I'll just mention, by the way, is that the UK, as far as I know, would like nothing better than for the Eurozone and the Euro area to be as stable as possible. So it doesn't help us to have a Eurozone that is tearing itself apart. So we would support, I think, at least most of the people I speak to, would support all the steps that the gouverneur and others were talking about to make the Eurozone more performant. Vous êtes sûr de ça, en fait, que les Britanniques souhaitent absolument une zone euro la plus stable possible? Well, we're still heavily dependent economically on our neighbour. I don't think the UK is going to move geographically after Brexit. So we're absolutely dependent on what goes on in Europe. Un vote suffirait peut-être. Yeah. So if Europe is an unstable economic situation, that is bad for the UK. So we want it to be as stable as possible. If that means moving, as the gouverneur said earlier, some euro clearing to Europe in order to support the Eurozone, I don't think it'd be much resistance from the UK. But I don't think all clearing will move to the Eurozone. I think just some clearing might move. Vous avez prononcé le mot, je me tourne vers Christian Noyer, vous avez mentionné tout à l'heure une ligne rouge ou une ligne jaune, je ne sais plus très bien comment on dit, une ligne blanche, à ne pas franchir, c'est sur le passeport. Est-ce qu'il y a d'autres points dans la négociation qui vous semblent, du point de vue de la place financière de la zone euro, disons, c'est vos fonctions d'ex-gouverneur que je sollicite ici, sur la compensation, sur les dérivés, etc. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faudra être intransigeant du point de vue... Oui, d'abord, pour répondre à vos questions, je voudrais dire tout de suite que dans mon esprit, Londres restera la grande place financière, probablement la première place financière d'Europe, mais nous aurons un équilibre qui va se recréer, qui sera un équilibre comme nous l'avons connu avant 25 ans, parce qu'il y avait 25 ans, il n'y avait pas de marché unique, pas de passeport, et il n'y avait pas d'euro. Et paradoxalement, la création de l'euro a aidé à la concentration. Ça n'avait plus de sens de traiter les mêmes choses à la fois à Francfort, à Milan, à Paris. Et peu à peu, ça s'est concentré à Londres, ce qui est une anomalie assez incroyable. Personnellement, je pense que ce rééquilibrage est bon pour la sécurité. Je suis de ceux qui pensent que, bien sûr, Londres était extraordinairement efficace, la cité était formidablement organisée, mais cette concentration d'activités financières dans un seul lieu, à mon avis, était dangereuse. Ce n'est pas complètement par hasard que la plupart des scandales qui sont arrivés, ce n'est pas parce que c'était mal surveillé, c'est parce que sont arrivés à Londres, parce que la concentration était trop forte. Donc un peu plus de répartition me paraît quand même meilleur du point de vue de la sécurité financière. En ce qui concerne d'un mal pourrait sortir un bien. Alors, là, j'arrive à votre ligne rouge. En ce qui concerne le risque systémique et la compensation, bien sûr, il restera à Londres une activité très importante de compensation dans mon esprit. Mais je pense que nous ne pouvons pas avoir
la majeure partie de la compensation hors de la zone monétaire, hors du contrôle des régulateurs de la zone euro. Ça, c'est un risque systémique. Je considère qu'en réalité, en 2011, nous avons connu un épisode où les décisions à la fois de la Chambre de compensation et du régulateur qui surveillait de près britannique, qui ont été prises dans l'intérêt de la Cité de Londres, ont failli faire exploser la zone euro. Ça peut avoir une importance considérable. Donc on appelle ça une question de souveraineté ou une question de stabilité financière. Je pense que nous devons l'exiger. Et bien entendu, je dis au passage, il est hors de question que ça quitte Londres pour aller à New York. Ce qui devra quitter Londres devra venir dans la zone euro. Ça veut pas dire Vous avez bien dit la majorité. J'ai bien dit la majorité, je n'ai pas dit la totalité. Vous n'avez pas dit la totalité. C'est parfaitement admissible qu'il y ait une certaine dose d'opérations faites en euros à Londres. Ça ne me gêne pas. C'est le fait que le cœur de l'activité, que la Chambre qui traite une catégorie d'opérations pour des montants colossaux soit située ailleurs, hors du contrôle de la Banque centrale et des autorités de régulation. C'était un problème avant, ce sera encore plus un problème, encore beaucoup plus un problème après. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Sur les questions de réglementation, bon, aujourd'hui, on vit dans un univers où les règles, certes, sont des règles européennes fixées par le Parlement européen, mais qui suivent une règle internationale que nous avons fixée au niveau du G20, du Conseil de stabilité financière, du comité de Bâle, etc., dans une construction politique au sommet et technique à la base, mais où tout le monde est impliqué, tous les ministres des Finances, tous les gouverneurs de banque centrale, tous les patrons des autorités de régulation. Et dans les règles qui ont été adoptées, le rôle des Américains et des Britanniques sur la dureté de ces règles a été essentiel. Nous n'avions pas forcément, avec nos amis allemands, japonais ou chinois, une sensibilité aussi vive à la dureté des règles, la nécessité d'avoir des règles extrêmement dures, tout simplement, je crois, parce que dans ces pays-là, nous n'avons pas connu de grandes faillites bancaires, ce qui n'a pas été le cas dans les premiers pays que j'ai cités. Il est clair que s'il y avait un changement complet d'orientation aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce que je ne vois pas, franchement, je ne vois pas comment, après la crise qu'on a connue, il pourrait y avoir une envie de déréglementation massive. Mais si nous avions une évolution sensible des règles, il faudrait en tenir compte et effectivement être capable dans l'Union européenne de repenser les règles dans un esprit d'équilibre entre ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité et ce qui est nécessaire pour assurer le financement de l'économie. Gérard Armex, peut-être vos lignes rouges? Il y a plusieurs lignes rouges. La première ligne rouge, c'est une fausse compétition, c'est-à-dire un mécanisme, quelle que soit sa base juridique, dans lequel il y a des échanges toujours très importants entre la City et le reste de l'Europe, et où l'équivalence appréciée à un instant T ne soit pas suivie dans le temps et avec une espèce de course à plus de souplesse, de façon à essayer de garder ou de reprendre une part de marché. Donc pour nous, c'est un risque qui est très très important. Ça, pour une autre ligne rouge, c'est surtout pas d'augmentation du risque systémique. On sait ce que c'est que le risque systémique. On a payé pour voir. On n'est pas encore remis des chocs qu'il y a eu. Il ne faudrait pas que les incertitudes qui sont à la fois maintenant aux États-Unis depuis l'élection de M. Trump, à Londres à cause du Brexit et en Europe continentale plus l'Irlande parce qu'on doit réagir au Brexit, nous conduisent à finalement oublier les sécurités. Par exemple, on a transféré à juste titre, ou c'est en cours, beaucoup de transactions OTC sur les dérivés. On les a transférés, on a incité les acteurs à les transférer dans des chambres de compensation. Il faut que ces chambres de compensation soient sûres. Certaines doivent être, comme l'a expliqué Christian, probablement rapatriées au sein de l'Union européenne, mais d'autres, en tout cas, doivent être suivies avec le même esprit de sérieux. Il faut essayer d'empêcher
et un faux deal ambigu et sorti au bout de longues discussions. Je le redoute énormément parce qu'on pourrait retrouver une espèce de fausse compétition pour la régulation, extrêmement dangereuse pour l'organisation des affaires et extrêmement dangereuse pour les risques. Sur votre question initiale tout à l'heure sur le risque de la désintégration, de l'éclatement, je pense qu'il faut être assez mesuré. D'abord, la liberté des transferts de capitaux, ce n'est pas une règle qui est menacée par le Brexit. C'est-à-dire c'est une règle que l'Union européenne s'est fixée et donc on ne ferme pas les frontières aux capitaux. Donc quel que soit le deal qui sera fait pour le Brexit, eh bien, les capitaux de zones non européennes pourront toujours rentrer dans l'Union européenne. La deuxième chose, c'est qu'il y a de nombreuses solutions, surtout avec la technologie, pour pouvoir, et Euronext par exemple, on est un cas d'école, où on peut avoir une organisation assez décentralisée en unifiant beaucoup d'aspects et en laissant... et donc ceci peut nuancer, parce qu'effectivement, je pense que les transferts seront significatifs sans être forcément énormes, mais ils ne seront pas au profit d'une seule place. Donc il faut se préparer à cette situation. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Alors peut-être, puisque j'ai vu que le ministre est arrivé, peut-être un dernier tour et avoir le point de vue des uns et des autres sur, y compris de mon voisin allemand, les atouts de la place de Paris dans la bagarre ou la construction qui va s'ouvrir. Alors on a parlé de la réglementation, c'est une chose, mais d'une manière générale, quels sont les atouts de la place de Paris qu'elle va faire valoir? Je ne sais pas très bien, Frédéric Oudéa peut-être, Christian Noyer, enfin, qui veut non pas ouvrir le feu? Open fire, okay. Yes, open fire. I think, first of all, I mean, what is vital for an international financial place like Paris or others, you have very strong banks, you have a very strong financial community, you need skilled people, and you have to be open basically to other financial regions and centers. As it has been said, you have a strong regulatory environment, and this in itself should already attract investments. I also believe we are going to see a number of financial centers improving their role in Europe, not only maybe Paris and Frankfurt, but as I said earlier, it's very important that Europe or the remaining EU is going to strongly develop its financial services industry. We have not been forced so far to do this because the financial industry was much more on the agenda of the British government. In Germany, it's automobile. If there would be something wrong, the government would do everything for it. The financial services industry is not so important from the government's perspective. I don't know about the position of the French government, but maybe we can listen to that later. But I think Europe has to reconsider the importance of the financial services industry in general terms. Thank you. Oui, je crois qu'on a effectivement beaucoup d'atouts. Le premier de ces atouts, quand on regarde l'Europe continentale, c'est que beaucoup des grands acteurs, qu'ils soient bancaires, gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance, il y en a beaucoup qui sont français. On s'appuie sur une épargne importante. On a un bassin d'emploi, effectivement, et un système éducatif plutôt bien fait pour un certain nombre d'activités financières. Nous avons des infrastructures. Paris est une grande ville avec de l'immobilier commercial. Enfin bref, il y a toutes sortes d'éléments, je dirais, structurants qui devraient favoriser Paris. Comme je l'ai déjà indiqué, y compris, je pense, d'un point de vue d'une mentalité d'un gestionnaire d'activités internationales de type marché, de type financement, qui sont assez cycliques, assez volatiles, et avec le mode de gestion anglo-saxon traditionnel, deux handicaps possibles face à la nécessité de s'adapter, c'est le droit du travail, parce que à Londres, ces employeurs sont habitués, j'y ai moi-même travaillé, je sais ce que ça peut vouloir dire, avoir beaucoup de flexibilité. Et deuxièmement, le coût du travail et la fiscalité, et là aussi, c'est un élément important. Donc, ces deux handicaps sont probablement en général cités par les banques anglo-saxonnes comme deux éléments assez majeurs dans leur choix d'implantation stratégique.
Christian Noyer. Peu de choses à ajouter à ce qui a été dit, que je partage complètement. Il faut voir que Paris, dans toutes les places qu'on cite comme faisant l'objet d'études de la part des institutions financières internationales, Paris est la seule très grande ville. C'est la seule comparable à Londres. Les autres sont relativement des petites villes. Et c'est celle qui a l'écosystème financier le plus développé, comme le disait Frédéric Oudéa. Et donc, voilà, il y a des vrais atouts. Tout ne va pas se concentrer ici, mais c'est probablement l'endroit le plus naturel, qui en plus a évidemment l'avantage d'avoir une très très bonne connexion avec Londres. Et les deux handicaps qui sont vus par les étrangers souvent, c'est des craintes sur les rigidités du marché du travail. Alors, il est certain que les réformes qui ont été faites récemment, on nous aide à plaider les choses. Ça aurait été encore mieux si les projets de loi initiaux avaient pu être menés à terme, évidemment. Et puis, la volatilité de la fiscalité. Et je dois dire, en présence de Michel Sapin, que la position très ferme du gouvernement contre les choses qui ont été inventées, quels que soient les mérites. Y compris dans les colonnes des Échos ce matin. En dernière minute à l'Assemblée, pour dire non, on ne peut plus maintenant faire de la fiscalité volatile, avoir une idée géniale tous les matins qui remet en cause les équilibres. Ça, c'est absolument fondamental. C'est le reproche numéro un, même la position absolue de la fiscalité, c'est le reproche numéro un qu'ils nous ont fait. Le contre-exemple, c'est de donner une perspective à long terme. Et je veux dire que là encore, quand on voit dans le projet de loi de finances, par exemple, une baisse programmée de l'impôt sur les sociétés, qui en plus a le mérite de rejoindre les préoccupations d'un certain nombre de leaders de l'opposition, ou les leaders de l'opposition rejoignent les préoccupations du gouvernement, je devrais dire, Monsieur le Ministre, ou une amélioration du régime des impatriés, ça, ce sont des choses qui existent depuis de nombreuses années, ce sont des choses qui sont structurantes, qui sont de long terme, c'est exactement le genre de signal qu'il faut donner, et surtout pas l'inverse. Gérard Ramec. Moi, je dirais que pour le régulateur, moi j'ai toujours pensé que la régulation était un élément de la compétitivité d'une place et que ce n'était absolument pas contradictoire avec la tradition de protéger l'épargnant, l'investisseur. Il fallait trouver le bon équilibre. Nous, on a deux lignes de conduite fortes. D'abord, d'être absolument moteur, très très engagé à l'ESMA pour avoir une régulation unifiée, la plus simple possible. Je la trouve parfois un peu compliquée. Mais moi, je plaide toujours pour qu'on ait non seulement les mêmes règles, parce que là, on a des textes très très longs, mais surtout la même interprétation, ensuite la même capacité de les expliciter et de les faire appliquer. Et j'insiste vraiment sur le fait que je pense que les événements qui sont survenus depuis un an sont une menace par rapport à cet effort. Donc la deuxième ligne, c'est d'être ouvert à l'innovation, ouvert aux services que les professionnels peuvent rendre de meilleure qualité au public à partir d'usage de techniques nouveaux. Donc on a engagé plusieurs programmes, je ne vais pas trop détailler. On a Frog, qu'on a baptisé de ce nom-là par plaisanterie, pour montrer qu'avec la gestion d'actifs, on reprenait dans le détail toutes les règles pour être vraiment dans les standards, en étant le plus efficace possible, encore une fois sans rien revenir. Sur les fintech, on a créé un forum fintech pour accueillir les innovateurs. On a mis un guichet spécial pour, y compris accueillant les gens en anglais sur la base d'acquis déjà obtenus dans d'autres places pour pouvoir donner des autorisations ou des pré-autorisations rapidement. Donc on essaye d'être le plus efficace possible. Et je pense que c'est une manière de contribuer à l'évolution saine de la fonction financière en Europe, ce qui à mon avis, est l'enjeu principal. Je laisse le dernier mot, c'était un peu ironique évidemment, à André Villeneuve, proche de la Bourse de Londres. Quels sont les atouts de Paris ? Pas proche de la Bourse de Londres, mais peut-être de Londres. Ma bourse, c'est ICE, c'est différent. Oui. Bon, alors, trois choses. Premièrement, nous avons plusieurs dialogues, Londres, avec plusieurs pays en Europe, mais de loin, le plus important est avec nos amis parisiens. On y tient beaucoup. Ça dure depuis des années maintenant. On a, je pense, une confiance entre nous deux très profonde. Donc, on y tient beaucoup. Deuxièmement, en partie, ce dialogue est dû au fait que la France a
toute la capacité de comprendre qu'il y a des intérêts qui vont beaucoup plus au-delà des petits, pas petits, mais enfin des conséquences de Brexit en court terme. Il y a des intérêts à long terme dont on a touché, d'une création vraiment d'un marché de capitaux important en Europe, où on travaille ensemble. Les défis que les acteurs de services financiers actuels ont, en partie pour fragmentation de coûts, mais aussi en partie par le progrès technique, disruptive technology, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, donc, on compte beaucoup de ça. Et troisièmement, moi, personnellement, je pense que, étant donné que le Royaume-Uni est tellement absorbé par le Brexit actuellement, que la France a la possibilité de prendre un leadership, un rôle de leadership, comme elle l'a fait souvent dans l'histoire, sur la vision des marchés des capitaux qu'on devrait prévoir dans les années qui viennent pour l'Europe, pour soutenir l'économie qu'on a en Europe totale. Et la seule chose que je dirais, il y a des gens avant qui ont évoqué 2005, des années 30. Moi, je suis le plus âgé de tous, donc j'évoque 1919. Et 1919, c'était justement une période où on a essayé de créer un nouveau modèle des services financiers, mais il y avait d'abord réparation. L'équivalent de réparation maintenant, c'est peut-être politiquement de ne pas laisser quelqu'un qui quitte l'Union européenne la possibilité de gagner. C'est-à-dire donc, alors moi, pour moi, c'est l'équivalent des réparations qu'on a demandé aux Allemands. C'est audacieux. Deuxièmement, il y a eu, après 1919, une orientation vers des modèles extrêmement souverains, extrêmement nationaux, avec le gold standard et tout ça. Et en 1929, qu'est-ce qu'on a créé? Un désastre. Alors j'espère que la France et la place de Paris ont la vision de regarder au-delà de là, d'étudier les leçons de 1919 et de dire non, on ne va pas prendre ce chemin-là, on va prendre un chemin beaucoup plus visionnaire. Voilà. Merci à tous et sur ces mots que se conclut cette table ronde que je crois avoir été très riche. Pardon de ces 5 minutes de retard.